Bonjour à tous, Paolo Antonio Lopez, je représente l'Institut de gestion sociale, je suis directeur de la formation continue de la filière ressources humaines. Bienvenue pour ce webinaire dédié à la connaissance du cerveau et surtout son bon usage. Je suis en compagnie de Paola Semama Ita, qui est neuropsychologue, coach, expert. Elle va se présenter tout à l'heure. Elle est également la présidente de Movie Coaching. Je vais vous demander de patienter encore quelques secondes, histoire d'avoir un maximum de participants. On se donne encore 2-3 minutes et on enchaîne sur ce webinaire dédié à la connaissance du cerveau. Ce webinaire passionnant. Et passionné. C'est assez perturbant d'avoir son écran. On va s'adapter. On a combien de participants? Une vingtaine. On attend encore un peu. Les participants vous entendent bien. Ça marche bien, super. Je vous souhaite bonjour. Bonjour aussi. Oui, des questionnements sur la vie, en général. Là, on va faire aussi des capsules. Oui. J'espère qu'elles sont de meilleure qualité. 11h31, je vous propose de démarrer à 32. Et donc, il est 11h32. Donc, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Donc, Paolo Antonio Lopez, je suis le directeur de la formation continue filière ressources humaines au sein de l'Institut de gestion sociale. J'ai le plaisir d'animer ou de co-animer plutôt ce webinaire dédié à la connaissance du cerveau, apprendre l'humain, DRH, RH, tous confrontés dans le cadre de la crise à l'accompagnement des salariés dans un contexte extrêmement difficile, très sollicitant. D'ailleurs, on a pris comme titre une phrase très fréquemment utilisée et citée dans le cabinet de Paola Semama Ita, on m'a volé mon confinement. Et vous découvrirez pourquoi tout à l'heure. On est aujourd'hui dans le cadre d'une série de webinaires dédiés à la connaissance du cerveau, à l'entraînement du cerveau, à l'adaptation du cerveau pour faire face à des situations auxquelles on est de plus en plus confronté, c'est-à-dire un monde qui change très très vite, des sollicitations très fortes, des situations de stress, des situations d'apprentissage qui nous sollicitent énormément. Et évidemment, il y a des solutions, il y a des pratiques qu'on peut développer soi-même ou en étant accompagné pour améliorer ses performances et s'adapter à ces situations-là. On a fait une série de webinaires. Le premier s'est déroulé le 17 juin. On était plutôt sur la compréhension du fonctionnement du cerveau, de la cognition. On avait déjà abordé ces sujets fondamentaux. Aujourd'hui, on va revenir de manière rétrospective sur ce qui s'est passé lors de cette crise et ce que cette crise, cette situation de stress, de changement subi, nous apprend du fonctionnement du cerveau et nous apprend de comment on peut encore améliorer notre fonctionnement et s'adapter à ces situations extrêmement difficiles. Et puis on aura un troisième webinaire, donc là je continue sur ma page de pub, au mois de septembre, apprendre pour entreprendre, donc toujours le cerveau dans une situation d'apprentissage, mais avec un lien sur l'entrepreneuriat, la création, l'entrepreneuriat, l'énergie entrepreneuriale.
Je vous dis quelques mots du groupe, si tant est que les participants ne connaissent pas encore bien le groupe. Le groupe IGS, c'est un groupe dédié à la formation avec, on va dire, trois grands domaines. Les ressources humaines, bien entendu, le management et les activités commerciales, la relation client. Plus de 74 000 alumni, 9 écoles, 9 000 entreprises partenaires. Donc, on est un groupe aujourd'hui qui fait de la formation initiale, de la formation dans le cadre de l'apprentissage et je représente aujourd'hui l'ensemble des activités de formation continue, donc 3 activités, les ressources humaines, management d'entreprise, relations clients, marketing et commercial. Et nous, notre fil rouge, c'est de former des professionnels qui sont soit en reconversion, soit dans le cadre d'une formation adaptation, soit dans un contexte de perfectionnement, d'expertise dans ces 3 domaines. Alors, on plonge dans le vif du sujet. Oui, il faut que j'appuie sur des boutons quand même, sinon ça ne va pas se passer. Pardon. Hop. Merci. On va plonger dans le vif du sujet. Donc, apprendre l'humain, DRH, RH, on m'a volé mon confinement. Pourquoi ce sujet? On vous propose de passer au travers de 6 questions. La première, c'est de se reposer la question du fonctionnement du cerveau et plus particulièrement du système nerveux dans un contexte de suradaptation qui a évidemment généré stress, anxiété, charge mentale, décharge mentale. Mais avant peut-être de plonger directement sur ce thème, Paola, je me rends compte qu'on n'a pas pris le temps de se présenter. C'est pas grave. Et donc moi j'ai une question, très directe. On est dans un organisme de formation, les parcours professionnels, c'est vraiment notre raison d'être. Quel est votre métier exactement? Parce qu'il y a quand même une liste de titres très importante. Et qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier? Bon, effectivement, donc, je suis neuropsychologue et psychologue, coach neuroémotionnel. Donc, j'ai vu que vous aviez aussi écrit que je suis experte en criminologie. Et j'ai créé donc Moodly Coaching, qui est un organisme de formation qui est basé sur des formations et du coaching qui s'est construit sur la plasticité cérébrale, sur les fonctions cognitives et l'optimisation à la fois psychologique, neuropsychologique et sociale, cognitive de nos fonctions pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes en tant qu'individu ou en tant que société. Donc on est dans le sujet. Et pourquoi ce métier alors? Pourquoi ce métier? À faire tout ça pour aider les autres, pour donner une part de bonheur à tout le monde, je suis passionnée par tout le lien entre le cerveau et les comportements. Donc, il y a de quoi faire, c'est infini. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter un maximum de réponses aux gens par rapport à leur comportement, mais aussi à la manière dont ils vont raisonner, dont ils vont apprendre, dont ils vont fonctionner cérébralement. Je pense que on est pile poil dans le vif du sujet et c'est également un moteur de la plupart de nos stagiaires dans le métier de ressources humaines. C'est la connaissance de l'humain, ses comportements, sa performance, l'humain, l'individu dans une organisation. Donc on est vraiment super en phase. Alors premier sujet, comment le système nerveux se suradapte dans un contexte de fort stress. Période d'1 an et demi quasiment qu'on vient de passer en situation de forte contrainte, de forte sollicitation, de changements la plupart du temps subis. Donc Paola. Alors, c'est vrai que quand on avait discuté un petit peu sur la préparation de ce webinaire, moi j'avais envie que le titre, entre guillemets, soit on m'a volé mon confinement, parce que c'est une phrase que j'ai entendue quotidiennement pendant principalement le premier confinement. J'avais 2 types de personnes, 2 types de catégories. Il y avait soit je vis ma meilleure vie, soit on m'a volé mon confinement. Je vis ma meilleure vie parce que je me suis aperçue que j'avais des enfants ou des parents avec lesquels je peux vivre, que je pouvais à nouveau cuisiner, faire du sport, dormir. Netflix a été le meilleur ami de plein de personnes, ça a été le nouveau Didi. Donc voilà, donc les gens ont pu me dire qu'ils vivaient leur meilleure vie. Et puis il y a d'autres, et principalement des gens qui font partie, j'ai eu beaucoup de patients qui travaillent dans les ressources humaines et des gens qui sont entrepreneurs ou qui sont dans les ressources humaines m'ont beaucoup dit, et moi on m'a volé mon confinement. Ils se sont sentis en fait assez lésés
de ne pas avoir eu la chance de pouvoir se reposer, de décharger mentalement. Parce que quand on arrivait en confinement, on avait une charge mentale qui était excessivement importante et qui allait exploser, en fait. Et ben à ce moment-là, on a une volonté d'en découdre avec le Covid et de se dire, bon, ben, on va s'adapter, on va réussir à se confiner. Et en fait, c'était pas le confinement qui a été difficile, c'était le déconfinement qui a été difficile. Et c'est maintenant, en fait, qu'il y a des gens qui sont ou qui ont des petits traumatismes à 50%, ou qui ont des polytraumatismes. Et ces traumatismes peuvent passer pour certains, et en fait, pour d'autres, ça peut rester un peu plus, de manière un peu plus conséquente. Et on ne sait pas si ces troubles de l'adaptation vont perdurer dans le temps, s'il va y avoir des impacts importants sur le cerveau. En tout cas, aujourd'hui, on sait que le cerveau peut être impacté par des stress post-traumatiques et le déconfinement peut en faire partie. Pendant la préparation de ce webinaire, vous avez partagé avec nous une autre phrase, j'ai vécu ma meilleure période de vie. J'ai vécu ma meilleure vie, exactement. Ma meilleure vie. Ouais. Et donc ça évoque quoi? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en fait, les gens pouvaient enfin décharger mentalement, qu'ils n'étaient plus en fait pressés, qu'ils se sentaient en fait plus perturbés par le regard de l'autre. Ils pouvaient être chez eux, prendre du poids. Ils pouvaient se balader comme ils voulaient chez eux, ne plus forcément faire un effort pour s'habiller. Il y en a qui n'ont même pas pris leur douche pendant des jours. Enfin voilà, il y avait en fait une faculté à ce moment-là à libérer une énergie qui pouvait être néfaste auparavant et on ne se rendait pas compte qu'elle pouvait être néfaste. On ne se rendait pas compte en fait qu'il y avait des choses à changer. On savait qu'on n'était pas forcément au top. Mais tout d'un coup, quand on a mis tout sur pause, on s'est dit, oh, en fait, on peut le faire, on a le droit de le faire. Et il faut aujourd'hui apprendre à revivre dans le monde d'avant, mais pas tout à fait le même. Très bien. Alors, et si on plongeait peut-être dans sans avoir un cours sur le fonctionnement du cerveau, mais je sais que beaucoup des participants sont toujours très intéressés par la compréhension du fonctionnement de notre cerveau, et avec un focus sur la cognition. Donc, Paola, comment ça marche notre cerveau et face notamment à des situations très sollicitantes? Alors, on va le faire très schématiquement. Très. Donc, on a deux hémisphères cérébraux, gauche et droite. OK, et on va parler des 4 lobes principaux du cerveau, d'accord? Donc, devant, c'est le lobe frontal, d'accord? Qui est responsable, en fait, des actions, d'accord? La planification, la pensée critique, la motivation, mais aussi le langage, par exemple. Puis ensuite, on a le lobe pariétal, donc qui est au-dessus, qui est, en fait, responsable plutôt de l'information proprioceptive. Donc, ça veut dire notre mouvement du corps dans l'espace. Ensuite, on a derrière le lobe occipital qui, lui, est plutôt relié à la vue, donc qui renferme le cortex visuel qui vous permet d'interpréter les couleurs, la lumière, le mouvement. D'accord? Donc, on reçoit des informations de l'extérieur et après, on va les analyser à l'intérieur. Et enfin, les lobes temporaux, donc le lobe temporal qui est sur le temple, hein, comme son nom l'indique, qui, lui, va être plutôt responsable de l'apprentissage, de la compréhension du langage, du langage et de l'organisation. Je l'ai fait de manière d'une liste non exhaustive. Et puis, donc, tout ça, dans cette boîte crânienne, en fait, on va prendre des informations de l'extérieur, les traiter à l'intérieur. C'est un peu comme un système de poste, d'accord? On a le facteur qui nous donne une lettre, on va la traiter, on va savoir où l'envoyer dans notre corps. Et donc, la cognition, c'est tout ce qui concerne le traitement de l'information par le cerveau, d'accord? Et les fonctions cognitives, bah, ça va être les processus mentaux et cérébraux par lesquels on va acquérir, traiter, récupérer, utiliser toutes les informations qu'on aura reçues de l'extérieur. Et quand on a une sursollicitation, et notamment beaucoup de contraintes qui nous amènent à nous obliger à nous adapter, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ben en fait, on a des rythmes cérébraux, d'accord, en fonction de l'activité qu'on fait. Notre cerveau va fonctionner selon une fréquence, d'accord. Alors ça, et j'ai appris principalement dans le coaching, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de nos activités, finalement, on peut agir sur nos rythmes cérébraux et chacun des rythmes cérébraux va avoir son importance psychologiquement. Alors, par exemple, on est en mode de manière à peu près globale, normale, on est tous en bêta moyen, d'accord? Alors, bêta moyen, ça va être quand on écoute, voilà, les gens qui nous écoutent, là, peuvent être en bêta moyen. Mais
si on est stressé, qu'on a du stress pendant un long moment, on est en bêta supérieur. En revanche, si on est détendu, on vient de finir de manger, on est en train de digérer, on va être en bêta inférieur. D'accord? Et plus en fait on va être détendu, plus on va aller vers le sommeil, plus on va descendre en alpha, bêta, delta, etc. Donc l'idée c'est que si, alors j'aime bien raconter ça, un jour j'ai dit à un patient, pour lui expliquer, je lui disais, ben, par exemple, quand vous êtes à un repas de famille, vous êtes bien, vous êtes détendu, vous êtes en bêta inférieur, il m'a dit, je crois que nous n'avons pas les mêmes repas de famille. Donc en fait, c'est ça. Chacun va avoir... Ses repères. Exactement, chacun va avoir ses repères, et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, moi, je suis en bêta moyen quand je suis en train d'avoir une discussion avec mes enfants. Il y en a d'autres qui vont dire, ah non, mais moi, avec la discussion avec mes enfants, je suis en bêta supérieur. Donc, chacun va avoir ses repères. Mais ce qui est important, c'est de se dire que quand on est en bêta supérieur, on est dans un stress prolongé, donc on est dans une suradaptation. On n'est pas adapté comme ça normalement. Et si on est trop longtemps dans cette suradaptation, c'est là où notre cerveau peut en fait être en burn-out parce qu'on est épuisé. Le cortex frontal en fait va être éteint, d'accord. Ça va réveiller le reptilien qui est plutôt le cerveau de l'instinct. Et il va stimuler les glandes surrénales qui, elles, derrière, vont décharger de l'adrénaline, et les glandes vont s'atrophier, épuiser dans la thyroïde, ce qui fait qu'en fait, les hormones chutent, la libido chute, et là, on est vraiment en burn-out. Voilà. Donc, effectivement, est-ce que les psychotraumatismes peuvent avoir un impact sur le cerveau? Oui, même quand on n'est pas exposé à ce moment-là au stress. Ça peut modifier notre structure cérébrale. Les fréquences, donc la mesure en Hertz de ces rythmes cérébraux, c'est finalement une intensité, c'est un niveau d'intensité d'information et de traitement de cette information par notre cerveau. Exactement, c'est un niveau aussi d'intensité de ce dont on est capable d'absorber. Exactement. Et qui n'est pas la même d'un individu à l'autre. Exactement, exactement. Il y a des gens qui vont se sentir en fait on le verra, mais qui vont se noyer dans un verre d'eau beaucoup plus facilement que d'autres. C'est la manière dont on voit les choses, dont on appréhende les événements qui nous arrivent. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite aparté, il y a des études qui ont été faites, alors d'autant plus là, depuis le confinement, on a fait encore plus d'études sur les conséquences sur le cerveau, mais on s'aperçoit par exemple que si on lit, eh ben, on va générer en fait beaucoup plus de calme et on va beaucoup plus réguler notre humeur, hein, d'accord, même d'un point de vue cérébral et hormonal, si on lit un livre pendant 6 minutes qu'une autre activité. Mais on peut aussi avoir, donc, au-delà de la lecture, il y a le fait de se faire une pause thé ou café, le fait de faire du sport, mais en tout cas la lecture apparaît comme la première activité apaisante. 6 minutes. Voilà. Merci. Le syndrome de la cabane. Alors ça m'a beaucoup interpellé. Ouais. Je me suis dit, ça c'est peut-être pour parler du cerveau reptilien qui cherche à se protéger face à la tempête de la crise. Donc on s'est retrouvé confiné chez nous, pas forcément dans une cabane, mais est-ce que vous pouvez bien nous parler de ce syndrome? Alors, le syndrome de la cabane, c'est au moment du confinement. Tout le monde, en fait, s'est posé la question de « et si je pouvais faire ça toute l'année? Et si je pouvais finalement replier sur moi-même? Et si je pouvais m'isoler ?» Et donc, ça a été, au départ, il y avait le mythe de la cabane, mais c'était plutôt un syndrome. C'est-à-dire que les gens se sont un peu trop précipités à la sortie du confinement en se disant, bah, je vais aller vivre, élever des troupeaux, voilà, je vais partir vivre à l'autre bout du monde, sans se poser véritablement la question de pourquoi ils ont fait ça. Mais surtout, est-ce que c'est une décision qui est prise de manière saine, sereine? Est-ce que ça va être quelque chose qui va perdurer? Et donc, finalement, le syndrome de la cabane, il repose plutôt sur la peur de sortir, plutôt que sur l'idée de se préparer au monde extérieur. Et c'est ça qui est problématique, c'est que quand on est sorti du confinement, il fallait qu'on fasse le deuil du cocon, parce que ce déconfinement a été plus difficile à vivre que le confinement lui-même, sauf qu'en fait, cette peur de sortir a révélé en fait la peur de l'autre, la peur du regard de l'autre, et ça a provoqué de l'insécurité, de l'anxiété, voilà. Mais la cabane, c'est pas quelque chose dans lequel on doit vivre de manière
continue. La cabane, en fait, ça doit nous aider à nous préparer au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il faut dormir dans une cabane, mais la journée, il faut repartir dans le monde extérieur. Il faut pouvoir se ressourcer pour pouvoir reprendre de l'énergie. Mais si on est en permanence dans la cabane, on va se couper du lien social, on va se couper du lien amical, professionnel. Et au final, on s'aperçoit que ça va avoir des effets négatifs sur notre fonctionnement cérébral. En fait, on va se désadapter de l'environnement dans lequel on vit. Exactement, exactement. Donc, c'est pas forcément bon. Il faut faire ce deuil du cocon pour pouvoir se dire que je suis capable de dormir dans ma cabane, mais le lendemain, je suis capable aussi d'aller affronter le monde extérieur. On a l'exemple du film, comment ça s'appelait, avec FedEx, où il avait le ballon Seul au monde. Seul au monde. Voilà. Et Tom Hanks, quand il est totalement isolé, donc c'est ça. Seul sur une île. Et seul sur une île, exactement, en fait, devient fou. Et c'est effectivement ce qui se passe. Si on est complètement isolé dans une cabane, au bout d'un moment, on ne peut pas tenir. Et c'est ce qui fait qu'on développe potentiellement, pas pour tout le monde, mais en tout cas certains, peuvent développer des troubles derrière psychologiques. Oui, donc si on n'est plus parmi le monde et parmi les autres, on se coupe du lien social et donc on dit toujours que l'être humain est un animal social. Exactement. C'est une grande illustration. Mais en psychologie, on est beaucoup basé sur la philosophie. C'est très important de comprendre la philosophie, la sagesse, parce qu'en fait, la psychologie, c'est aussi apporter de la sagesse à l'autre. Et pareil, dans les formations, c'est aussi ce sur quoi on doit se baser. C'est pas seulement sur l'apprentissage, mais c'est aussi l'apprentissage dans le but d'aider l'autre, de lui apporter de la sagesse et de la philosophie. Mais effectivement, quand on parle de l'apprentissage, il y a cette régulation émotionnelle, on voit le slide. Oui, je ne l'ai pas annoncé, mais voilà. Mais c'est exactement ça, en fait. Quand on reçoit une information, on a une régulation entre trois dimensions qui se fait. Alors, en premier, il y a la dimension cognitive, donc ce qu'on reçoit comme information, donc on a vu tout à l'heure. Le cognitif, c'est le traitement de l'information, d'accord. Il y a la dimension émotionnelle, donc ça va stimuler de la joie, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Et la dimension sensorimotrice, c'est à la fois ce qu'on ressent et la réponse moteur qu'il va y avoir. Et donc ces trois dimensions-là s'auto-régulent, jouent ensemble, et c'est ce qui va permettre de pouvoir donner une réponse appropriée. Sauf que, quand c'est pas en temps normal et quand il y a un événement traumatisant, il n'y a pas cette régulation qui se fait entre les trois dimensions. Et donc, potentiellement, s'il y a des agents stresseurs, s'il y a des stress qui sont soit trop intenses, soit là trop longtemps, potentiellement, ça peut modifier le système physiologique du cerveau. Et donc, on appelle ça, parce qu'on parle de plasticité cérébrale, cette plasticité, elle va être dite maladaptative, et donc derrière, ça va créer des perturbations au niveau cognitif, comme l'attention, la mémoire, la concentration et les performances cognitives autres. Est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce qu'on peut contrôler ça? Oui, on peut. C'est la bonne nouvelle de la journée. Alors effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que chez Monkey Coaching, on avance beaucoup cette idée de travailler sur la plasticité cérébrale. On a un programme notamment d'entraînement cérébral qui améliore les fonctions cognitives. Donc, en travaillant sur les fonctions cognitives, on s'aperçoit que cette difficulté par les événements traumatiques qui a une incidence sur les fonctions cognitives, en fait, on peut faire l'inverse, travailler sur les fonctions cognitives et donc améliorer le bonheur, la confiance en soi, mais aussi la mémoire, l'attention, la concentration. Donc oui, on peut travailler sur cette plasticité cérébrale. Donc on peut mettre son cerveau dans une salle de sport et s'entraîner. Exactement, c'est exactement ça. C'est redonner au cerveau toute la souplesse et l'exercice qu'il est capable de faire. Alors, aimons la goutte qui fait déborder le vase. Je n'avais jamais entendu cette formule. Elle est très bien amenée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette goutte qui fait déborder le vase et qui finalement nous gêne bien souvent?
Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé justement de traumatisme, Ouais. de stress, post-traumatique, de stress. Et moi, j'aime à penser que le stress peut au contraire être cette petite goutte d'eau, mais qui, au contraire, va être un stress très bénéfique. C'est potentiellement aussi un appui pour une motivation. Donc, au lieu de le regarder comme un stresseur, comme quelque chose qui va nous appuyer, qui va nous couler, qui va nous, en fait, nous empêcher d'être créatif, d'être engagé, d'être heureux, en fait, le stress peut au contraire créer toute cette, faire le lit positif de toutes nos émotions. Pendant la pandémie, pendant toute cette période, on va dire ça comme ça, notre esprit, il a fait des liens entre le passé et le futur. C'est comme ça, en fait, entre la mémorisation et l'anticipation, la planification, que notre esprit peut avancer et nous permettre de créer notre présent, c'est-à-dire en nous permettant de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc l'idée, c'est de se poser sur le passé par la mémorisation et d'anticiper notre futur. Sauf que la problématique, pendant cette période, c'est de se dire, mince, on n'a jamais vécu ça, alors comment on va faire pour ne pas refaire, en tout cas faire des erreurs qu'on n'aurait pas déjà pu voir par le passé. Et donc, comme c'est le lobe préfrontal qui est le support neurologique de la représentation du temps à venir, et pour imaginer des lendemains meilleurs, et là, en fait, on va imaginer que le stress puisse être positif pour ne pas bloquer le travail de ce lobe préfrontal. Et donc, comme ces allers-retours, ils peuvent être anxieux, on va éviter de faire ces allers-retours et on va se dire qu'en fait, le stress qu'on n'a pas connu et qu'on est en train de connaître, c'est pas grave, on l'a connu dans d'autres situations et on a su le surmonter, on a su le dépasser. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'a pas connu cette situation-là, on a connu cette sensation déjà et on a déjà été capable de le surmonter, donc on sera encore capable de le surmonter. Et donc, au lieu de faire des ruminations et des projections qui vont générer du stress, de l'anxiété et potentiellement aussi de la dépression, et en fait, on prend notre stress et on se dit, c'est là que débute tout changement et on va pouvoir démarrer dans quelque chose d'hyper positif. Transformer le stress en énergie positive. Exactement. Pour s'adapter. Exactement. On est dans une époque où on parle beaucoup de sens donné aux choses parce que ça change énormément. C'est pas on ne sait pas forcément vers quel monde on va. On parle de monde incertain, instable. On sait que les crises environnementales, politiques, sociétales sont parmi nous et sont devant nous. Donc comment, dans un monde qui change tout le temps et qui est instable, on arrive à donner du sens aux choses et aux actions qu'on mène? Comment on peut faire ça? Alors d'abord, les gens, je crois, n'ont plus envie finalement d'être dans le monde d'avant. Je pense que les gens ont été épuisés. Je pense que les gens ont envie de changer beaucoup de choses. Donc, ils ont envie effectivement de donner un nouveau sens. Ils ne savent pas comment, mais aussi la question c'est quel sens ils ont envie de donner. Il y a le comment et il y a quel sens on a envie de donner. Moi, j'aime bien dire que quand j'ai entendu les patients me dire moi je vis ma meilleure vie et les autres me dire mais on m'a volé mon confinement, j'ai envie de dire c'est pas parce qu'on vous l'a volé qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas le continuer à le vivre. Et de la même manière, l'idée reçue qui a été de je vis ma meilleure vie et maintenant c'est l'horreur, je ne sais plus comment faire, et en fait on peut mélanger les deux et se dire qu'on peut arriver à un équilibre entre les deux choses. Les gens ont beaucoup déménagé donc loin, ont changé de métier, ont envie de faire des formations, s'inscrivent à des nouvelles formations pour se reconvertir ou pour pouvoir anticiper des nouvelles difficultés. Et c'est là où c'est important, c'est ok, vous le faites, mais comment on va pouvoir donner du sens à tout ça? La première chose pour moi, c'est donner du sens, c'est vivre votre meilleure vie actuellement, c'est en fait être présent dans ce que vous faites. Donc, par exemple, si vous travaillez, vous êtes présent dans votre travail. Vous n'êtes pas en train de faire 4000 choses en même temps. Ce qui était la problématique d'avant. Quand vous êtes en train de cuisiner, et vous, je suis en train de cuisiner, je ne suis pas en train de penser déjà à la réunion que j'aurai demain, etc. Quand vous êtes avec vos enfants, prenez le temps de poser votre téléphone et d'être avec vos enfants. Quand vous êtes avec vos parents, prenez le temps de poser votre téléphone et d'être avec vos parents. Il y a une importance à être là où on est actuellement. Et de couper. Exactement. Il faut arrêter, en fait, d'être en permanence ailleurs. Il faut être là dans l'instant présent.
Ça, c'est vivre votre meilleure vie. Ça, c'est la première des règles pour vivre la meilleure vie. Et pour ça, il faut, selon moi, en fait, arrêter de culpabiliser. On n'a pas besoin d'être tout le temps hyper positif, d'être tout le temps sur tous les fronts. En fait, on a juste besoin de se dire qu'on est humain, qu'on a le droit d'être agacé, qu'on a le droit d'être fatigué, qu'on a le droit d'être anxieux. Mais pour ça, il va falloir aussi profiter du moment dans lequel on est. Et il faut en fait avoir rendez-vous avec soi-même. Quand on a rendez-vous avec soi, on diminue notre hormone du stress, notre cortisol, et ça va apaiser notre amygdale, qui va faire en fait que nos ressentis vont être beaucoup plus calmes. Donc, comme je disais tout à l'heure, prendre un bouquin, mais être présent avec soi-même. C'est-à-dire là, c'est mon envie. Recentrage. Exactement. Donc, on n'a pas tout raté du confinement, on n'a pas volé le confinement, on peut continuer à le vivre en fait si on arrive à prendre rendez-vous avec soi-même. Et après, effectivement, comme vous disiez, il faut trouver en fait sa motivation. La motivation, elle est indispensable. C'est ce qui va donner ce sens. C'est-à-dire qu'on sait comment le mettre en place, mais la problématique qu'on a, c'est qu'on perd beaucoup de vue le sens de pourquoi on fait les choses. Et finalement, quand on sait pourquoi on fait les choses, on n'abandonne pas. C'est ce qui fait qu'on est toujours en fait dans l'action. Si je sais que j'ai envie d'être, alors j'ai appelé ça l'échelle du président. J'ai nommé un truc. J'aime bien expliquer ça à mes patients en coaching. Si on est toujours en train de se dire je connais mon but, on sait qu'on peut monter sur notre échelle. Mais les gens qui, en fait, abandonnent les marches de l'échelle, ce sont les gens qui ne comprennent pas que chaque marche est indispensable pour arriver au bout de l'échelle. Souvent, on se dit, ah oui, mais moi, j'ai fait ça, mais c'est nul. On le verra d'ailleurs tout à l'heure, c'est vraiment le syndrome de l'imposture. Mais donc, je vais pas y arriver. En fait, gardez la motivation, gardez le haut de l'échelle pour comprendre pourquoi vous marchez sur chacune de ces marches. Chaque petit pas est indispensable pour faire de grandes marches et ne pas oublier que un bébé ne marche pas tout de suite. Il a eu besoin d'abord de se lever, d'abord d'apprendre à se tenir, de faire les petits pas, de lâcher la main. Donc c'est ça aussi, nous, en tant qu'être humain, on doit comprendre qu'on a un pourquoi pour chacune de nos actions et qu'on ne doit pas perdre de vue notre pourquoi, parce que c'est la motivation finale. Merci beaucoup. On va aborder un troisième volet qui est le sujet de la dématérialisation finalement du travail et de la relation qui nous a été imposée par cette période de crise. Et donc, il y a, avec un mot qui a été très utilisé, la distanciation sociale, le travail en distanciel. Donc, on n'est plus avec les gens, on n'est pas parmi eux, on est avec, mais à distance et avec des écrans, c'est moins facile de ressentir les choses. Et donc, ça a changé la relation, ça a changé la manière, ça a changé notre appréhension de la technologie. Digitalisation, hybridation, qu'est-ce que ça a changé dans la manière de travailler et d'apprendre du point de vue du fonctionnement du cerveau? Qu'est-ce qui s'est passé là aussi, Paola? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? D'abord, ça a épuisé tout le monde. C'est vraiment ça, la charge mentale. C'est-à-dire qu'on n'a pas été tous confrontés de la même manière, d'abord en fonction de ce qu'on fait dans la vie, de nos formations, de notre qualité aussi de vie. C'est-à-dire que il y en a qui étaient dans les 30 mètres carrés, il y en a qui étaient dans 300 mètres carrés pour faire face à un ordinateur, à des réunions. Il y en a qui sont hyper calés en informatique, il y en a qui, comme moi, sont vraiment nuls. Pour vous donner une idée, j'ai même pas de caméra sur mon ordinateur. Donc, quand je fais une réunion ou un truc comme ça, alors les patients me disent, on fait un Zoom. On va faire un FaceTime, ça va être plus facile, parce que je le fais depuis mon téléphone. Donc voilà, donc on n'a pas tous été égaux. Donc nos cerveaux n'ont aussi pas été égal pour tout le monde face à cette digitalisation. Ce qui est important, c'est aussi de se dire que le télétravail, il y a plein de définitions. Il y a le fait de travailler chez soi, le fait d'être dans des espaces de coworking, il y a le fait d'avoir un bureau chez soi véritablement, d'être dans des bureaux partagés. Enfin, chacun va avoir une définition différente du télétravail. Ce qui est important, c'est
Alors, ce qui est important, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. Ce qui est important, c'est pas la manière finalement dont on va en fait, travailler, mais c'est le rendu qu'on va pouvoir faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai marqué sur ce slide 6 plus 3 égale 9, mais aussi 5 plus 4. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir chacun une manière différente d'appréhender aujourd'hui la digitalisation, notre façon de travailler. Mais ce qui est important, c'est que en fait, chacun respecte la façon des autres de travailler et de penser. Et en fait, cette façon-là, si on la respecte, notre cerveau va aussi être optimum. Mais la façon dont on va travailler va modifier effectivement la nature de nos relations professionnelles. Et on va se sentir peut-être parfois plus mis à l'écart. Il y a des gens qui se sont sentis beaucoup isolés. Il y a des gens qui, au contraire, ont été très heureux de ne pas avoir à faire 1h30, 2 heures de transport en commun. Il va y avoir aussi potentiellement des difficultés de communication. Il va y avoir aussi de la peur, finalement, de se dire, si je ne vais plus au travail, est-ce que les gens vont s'apercevoir que je suis important? Et ça, c'est vraiment hyper important dans le sens où il faut concilier très délicatement les espaces de travail et les espaces de vie, parce que d'un point de vue cognitif, il y a une charge mentale où on a mélangé à la fois le professionnel mais le personnel. On est potentiellement chez soi. Il y en a qui ont des enfants qui tournent autour de la table. Il y en a qui ont un conjoint ou une femme à côté qui va dire attends, je suis en réunion, parle pas. Donc il y en a un qui va aller se mettre dans la salle de bain, ça va résonner. Une ressemblance avec une situation déjà vécue, c'est tout à fait fortuné. Exactement. Donc voilà. Donc chacun va vivre en fait de manière très oppressante ou pas cette collaboration entre le monde virtuel, le monde présentiel et aussi le monde personnel et le monde professionnel. Et c'est cette dynamique où il va falloir apprendre à ne pas être envahi par du stress, ne pas être envahi du pro dans le perso et surtout ne pas pérenniser, selon moi, les mauvaises habitudes qui ont été instaurées dans l'urgence, sans formation. Et donc, il faut maintenant apprendre à vraiment optimiser la façon dont on va travailler dans cette digitalisation, la communication aussi qu'on n'a plus. Là, par exemple, nous, c'est agréable, on est ensemble, même s'il y a une distanciation sociale, c'est quand même agréable, on se voit, on peut se regarder dans les yeux, mais quand on est devant un ordinateur, si on veut regarder les gens dans les yeux, il faut regarder dans un petit trou. Donc, on regarde pas les gens dans un petit trou. Donc, les gens n'ont plus, en fait, c'est plus le même impact sur le cerveau. Donc, la communication est altérée et c'est important de pouvoir aussi prendre du temps, de discuter avec les stagiaires si on est formateur ou avec ses salariés parce qu'il faut leur redonner confiance en eux. Est-ce qu'on n'est pas, selon la formule consacrée là aussi, dans du en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, il faut s'adapter à mixer le perso et du pro, parce qu'en fait, on a acquis quasiment un don d'ubiquité grâce au smartphone qui prolonge nos mains avec nos doigts au bout. Donc on peut faire plein de choses en marchant, en se déplaçant, et donc les mondes perso-pro sont mixés et voire synchronisés au même moment, au même instant. Et en même temps, donc apprendre à se dire évidemment il faut couper, c'est-à-dire qu'il faut être que dans le pro, que dans le perso, ou que dans la lecture, ou que dans le repos, parce que sinon notre cerveau il va être en surchauffe. Surchauffe, exactement. Et c'est peut-être ça qu'il faut travailler en termes de discipline, apprendre finalement à planifier cette séquence-là et à cloisonner. Ouais, exactement. C'est vraiment ça, c'est très important parce que en fait, si on ne se sent plus être soi avec soi, en fait, ce rendez-vous de soi avec soi-même, eh ben, on se sent plus légitime par rapport aux autres. On a la sensation finalement que les autres font mieux. On a la sensation finalement que les autres valent mieux. Et donc, c'est là où le syndrome de l'imposture peut apparaître parce qu'on se dit, ce que j'ai fait, les autres peuvent le faire aussi. Et puis finalement, ils vont se rendre compte que je suis pas très important, que je suis pas bien pour cette société, parce qu'en fait, on n'a plus pris de temps pour soi, donc pour se reconquérir, pour gagner de la confiance en soi. Et donc, c'est vrai que le syndrome de l'imposture peut jaillir à ce moment-là. Donc, le temps pour soi, il est
indispensable. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour rappeler ce que c'est que ce syndrome de l'imposture et pourquoi finalement le travail à distance, l'isolement chez soi a développé ou a relancer, accentuer ce syndrome de l'imposture? Alors déjà, le syndrome de l'imposture, c'est l'idée d'avoir fait quelque chose et de dire non mais c'était nul ce que j'ai fait, tout le monde l'aurait fait. Donc déjà de se dénigrer. On commence par se dénigrer. Ça, c'est la base. Après, de manière très générale, on a tendance à voir ce syndrome de l'imposture depuis de nombreuses années qui est beaucoup plus porté par les femmes. Et sincèrement, depuis la période de crise sanitaire, j'ai eu autant de femmes que d'hommes qui m'ont parlé de ce syndrome de l'imposture. Ça a été une explosion de mais si je ne suis plus au bureau, si je ne suis plus protégée par mes 4 murs du bureau, par mon bureau en lui-même, exactement, j'ai l'impression que les gens vont se dire ou vont s'apercevoir que je ne suis pas indispensable, qu'ils vont pouvoir me remplacer. Je suis comme les autres. Exactement. Donc, si je suis à la maison, je ne leur apporte plus grand-chose. Et c'est ça, ce syndrome de l'imposture, c'est se dire, ils vont me démasquer, et à un moment, ils vont me dire, tu es une imposture. Et donc, je dois être encore plus stressée, je redouble encore plus d'efforts pour essayer d'être la meilleure possible. Et sauf qu'en fait, tant que j'ai pas confiance en moi, je peux tout faire, ça ne changera rien. Le socle, c'est d'abord d'avoir rendez-vous avec soi-même, pour avoir confiance en soi, pour reprendre des forces. Et après, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de se vendre et de se survendre, mais que ce qu'on fait, c'est déjà suffisant. Est-ce que ce syndrome de l'imposture, vous l'avez constaté, quel que soit, on va dire, le niveau de responsabilité, de hiérarchie dans une organisation? Alors, beaucoup. Je pense à une patiente au moment où vous me dites ça. J'ai une patiente qui est épuisée psychologiquement et qui, alors que c'est elle qui est au plus haut poste de la société, me dit, je viens d'arriver il n'y a même pas un an et je dois leur montrer que je travaille plus que les autres, que je suis sur tous les terrains plus que les autres. Et en fait, elle est envahie par ce syndrome de l'imposture. Elle a la sensation qu'elle doit prouver en permanence à ses équipes du marketing qu'elle est top au niveau du marketing, à ses équipes du commercial qu'elle est top au niveau du commercial, à ses équipes, à chacun qu'elle est au max de tous. Sauf que c'est pas possible. Et c'est ça ce que chacun doit comprendre. Et en fait, moi j'assume, je suis complètement nulle en technologie, je sais pas, créer des slides, mais c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on peut pas être là, discuter et proposer un webinar. Et c'est ça en fait, et c'est pas pour autant que je suis une imposture. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines, on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines, et c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on est nul, ça veut dire juste qu'on est humain. Donc il faut apprendre à déculpabiliser et surtout, en fait, se dire que tout le monde est pareil que nous. Ah, mais ça nous amène à nous déprendre d'une culture dans laquelle on a été éduqué, qui est soit fort, soit parfait, fais des bonnes études, et quand tu es responsable, tu sais tout faire. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Qui est aujourd'hui un des plus gros fléaux que je vois dans mes patients. Vraiment, l'anxiété de performance, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas confiance en eux, c'est ce qui fait que les gens, en fait, perdent pied, ont du stress, de la dépression, c'est qu'ils ont toujours la sensation de ne pas être à la hauteur du niveau de performance attendu. Et attendu par qui? C'est ça la vraie question. Bon, on espère qu'en tout cas, cette situation, elle a développé l'esprit d'équipe, parce que finalement, quand on ne sait pas tout faire, il faut s'appuyer sur les compétences de l'équipe à laquelle on appartient, les ressources dans son environnement. C'est indispensable. L'équipe est indispensable. Alors, isoler, c'était peut-être pas facile, mais peut-être que maintenant, en revenant sur le lieu de travail et en travaillant de manière hybride et plus interactive, on va redécouvrir ce que c'est que le collectif. On va aborder maintenant un autre sujet, c'est évidemment, après une période comme ça très difficile où moi j'ai une responsabilité d'équipe, je le sens, je suis fatigué, mes équipes sont fatiguées. Il y a le mot bienveillance, alors qui est utilisé souvent comme tarte à la crème, mais il faut que j'appuie sur le bouton, pardon. Qui est très souvent utilisé. Moi, je pense qu'il faut revenir à du bon sens, et donc il faut s'occuper de soi et s'occuper des siens pour repartir. C'est un peu l'idée du camp de base en montagne, on se ressource. Bien sûr.
comment on peut faire ça de manière intelligente et en même temps structurée, que ce soit des équipes en entreprise, mais aussi des stagiaires. Nous, on est un centre de formation, on a des stagiaires qui se sont formés pendant cette période de crise, en plus de leur travail. Donc après une journée de 8 heures ou de 9 heures, ben, on enchaîne avec des cours du soir, des cours digitaux, du coaching le soir, d'autres qui avaient prévu de venir en salle se former, vivre le temps d'une promotion, d'une formation avec un collectif, se retrouver à être formés, subir une formation à distance avec des enseignants eux-mêmes qui étaient stressés et qui fournissaient ces cours à distance. Donc maintenant, comment on peut relancer tout ça, cette dynamique, et prendre soin de ces équipes dans ce contexte-là? Alors, j'aime beaucoup la phrase lancée par Kennedy en 61 pour son discours d'investiture. Il avait dit: ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est exactement ça, générer du sens. Ça veut dire que, en fait, le monde d'avant, c'était des gens qui attendaient de recevoir. Et si on veut changer les choses, il ne faut pas attendre de recevoir, il faut donner. Donner, ça veut dire que si je cherche mon bonheur, il faut arrêter de ne chercher que mon bonheur, mais il faut aider les autres à chercher le leur et ça m'aidera beaucoup plus. Alors, il y a une petite histoire comme ça, je vous la fais courte, sur une histoire de ballon. Il y a un professeur aux États-Unis qui a dit à des élèves: gonflez tous un ballon et vous écrivez votre prénom sur le ballon. Donc chaque élève a gonflé son ballon, a écrit son prénom, et puis le prof a pris tous les ballons, il les a mis dans le couloir et il les a tous mélangés. Et il a dit aux élèves: vous avez 2 minutes à partir de maintenant pour trouver votre ballon avec votre prénom dessus. Alors tout le monde c'est surexcité, c'est attelé à trouver ça, sauf qu'en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que le ballon peut un peu échapper, il vole un peu. La représentation du ballon, c'est évidemment notre bonheur. Et au bout de 2 minutes, il y avait très peu d'élèves qui avaient trouvé leur ballon. Et le prof a dit: ok, on va le faire différemment. Maintenant, prenez le ballon qui est le plus proche de vous et allez le donner à la personne dont le prénom est inscrit. Finalement, les élèves ont beaucoup plus rapidement retrouvé leur ballon. Si on ne s'occupe que de son propre bonheur, on peut potentiellement faire balancer le bonheur des autres et potentiellement ne pas trouver le sien non plus. Alors que si on s'occupe d'aider les autres dans une cohésion, dans un esprit d'équipe, on va pouvoir trouver son bonheur beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. C'est une jolie histoire. Merci. C'est une très belle histoire. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est important pour moi. C'est que quand on travaille dans un esprit d'équipe positif, la performance va suivre. C'est-à-dire que la productivité, la créativité, l'engagement, tout ça va suivre. Ce qui fait que les gens vont pouvoir être beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus créatifs, performants quand ils seront heureux. Et on a tendance, malheureusement, en société, en formation, à croire que c'est l'inverse. On dit souvent: quand j'aurai ce diplôme ou quand j'aurai cette promo, eh ben, je serai beaucoup plus heureux. C'est pas vrai. C'est le fait d'être heureux qui fait qu'on va y accéder beaucoup plus rapidement. Donc, il faut prendre les choses bien au contraire dans le bon sens et ne pas s'arrêter à se dire: quand j'aurai ça, je serai heureux. Donc, il faut prendre son bien en urgence et pas simplement attendre, en fait. Donc, c'est ça, générer du sens dans les équipes. C'est donner de la clarté aux salariés, aux formateurs, aux stagiaires, transmettre une énergie positive, et c'est ce qui va permettre de construire quelque chose d'uni, collaboratif, et donc de donner quelque chose de positif et accéder au succès. Cette période nous a obligés à communiquer différemment, à être, en tant que responsable manager, à émettre, à donner du sens, j'espère, des directives, de la méthodo, des étapes, des plannings, fournir des contenus. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que parfois, on a un peu perdu des capacités d'écoute. Parce que les vidéoconférences en boucle, on se met en scène, on est devant des écrans, on fait plusieurs choses en même temps. Fait qu'on a un peu perdu en écoute, ce qui est déjà un talent d'avoir de l'écoute. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette mécanique, sur
ce dysfonctionnement finalement, d'être plus dans l'émission que dans l'écoute? Alors, c'est important, ce que vous dites, c'est vraiment c'est ce qui peut créer des troubles de l'attention, à proprement parler. C'est-à-dire que plus on va faire de choses, et moins on va être véritablement actif sur une chose. Il vaut mieux en fait faire chaque chose en son temps, comme le dit l'expression, plutôt que plusieurs choses à la fois. Parce que notre cerveau, s'il est trop sollicité, on va générer du stress. Donc, le siège finalement de la planification, la résolution efficace des problèmes, donc le cortex préfrontal, il va être beaucoup moins performant et il va moins résoudre de manière efficace les problèmes. Donc, c'est important de se dire que quand on fait quelque chose, on le fait bien. Quand on écoute quelque chose, on n'écoute pas pour répondre, mais on écoute en fait parce que c'est important d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Il y a toujours dans ce que l'autre dit un sens. Il faut arrêter de penser que ce qu'on a à dire est plus important que l'écoute. Et il me semble que plus on monte dans la hiérarchie d'une organisation, plus c'est difficile de développer des qualités d'écoute. Oui, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait bien écouter. Après, c'est vrai que si on ne sait pas bien écouter, dans ces cas-là, c'est intéressant de prendre des psys en entreprise, des coachs, de faire des formations sur les risques psychosociaux. En fait, il ne faut pas hésiter à mettre ça en place parce que c'est ce qui va permettre d'accompagner aussi bien les salariés que les leaders, c'est de continuer à être perpétuellement dans les... Pardon, je ne regarde plus, mais on a un petit plantage de souris et de slides. Et donc, pour illustrer cette problématique de la communication et de l'écoute. Voilà, moi je me suis dit que c'était sympa de faire une slide un peu humoristique. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est qu'on est dans on n'écoute pas ce que l'autre dit, on écoute pour répondre. Donc, je me sens horrible, j'ai la grosse, vieille et moche, j'ai besoin d'un compliment, mais ta vie est parfaite. Et alors qu'à ce moment-là, un leader pourrait dire, pourquoi est-ce que tu te sens horrible, grosse, vieille, moche? C'est pas tant, mais non, tu n'es pas grosse, tu n'es pas vieille, tu n'es pas moche. La réponse, elle n'est pas là-dedans, c'est pourquoi. Et c'est toujours cette motivation. C'est, tu as du stress, il est négatif, transformons-le en quelque chose de positif pour trouver une motivation positive et pour redémarrer derrière. D'ailleurs, c'est assez drôle, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dedans, mais quand on sort de chez le coiffeur, même si on a coupé 15 mm. Il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc quand on sort, même si on a coupé 15 mm, on a l'impression tout d'un coup qu'en fait, on est une nouvelle personne. On a l'impression qu'on dégage quelque chose d'assez fantastique. Vous voyez de ce dont je parle? On essaye. Et donc, en fait, c'est ça. C'est que la motivation, elle a juste changé, alors qu'en vrai, on n'a pas changé. On n'a même pas du tout changé. Mais nous, notre façon de nous regarder, elle a été différente. Parce que quelqu'un est venu et nous a dit, je vais t'embellir, je vais te rendre plus beau, je vais te rendre plus attractif. Et donc, ça, finalement, ce biais-là, cette approche-là, c'est ce que doit faire un leader. C'est qu'est-ce qui te dérange? Je vais t'apporter ta réponse pour que tu ressortes de là et que tu aies hyper confiance en toi, que tu aies envie d'approcher les choses, les gens, les événements d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus positive, d'être dynamique. Et c'est ça l'esprit d'équipe. C'est finalement, je vais t'apporter quelque chose, mais tu vas aussi pouvoir m'apporter quelque chose en retour. Quand un formateur, il a des stagiaires et qu'en fait, il est juste en train de donner un cours, c'est chiant. Le stagiaire, il ne va pas en retenir grand-chose, alors qu'un formateur, qui s'applique, mais surtout qui va s'impliquer avec les autres, on a envie, nous aussi, de s'impliquer. On a envie de lui rendre l'appareil. On a envie de lui montrer que son cours, il est intéressant. Et donc, il va y avoir une dynamique de groupe. Et c'est ça, en fait, ce qui est important aujourd'hui. Ce dernier point me fait penser à la situation qu'on a vécue. C'était très difficile l'implication avec une interface numérique. Ça change tout. Bien sûr. On n'était plus dans la même salle. Et ça a été vraiment un exercice très difficile pour tous nos intervenants qui s'en sont bien sortis et qui très vite ont revu leur manière d'enseigner, ont interagi avec les personnes différemment en essayant de créer de l'humanité, du lien d'implication avec les outils qui leur ont été proposés. Un dernier chapitre, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour aborder la question de la boîte à outils, la salle de sport finalement. Comment on peut entretenir son cerveau
développer cette fameuse plasticité pour finalement avoir plus de muscles dans son cerveau face à des situations qui sont désormais complexes. Alors, notre boîte à outils, c'est notre cerveau. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui se mettent dans un verre de champagne, dans une coupe de champagne. Il y a les personnes qui, en fait, sont capables de boire tranquillement leur champagne et de profiter de la vie. Et c'est ça, en fait, l'apprentissage. C'est si on utilise bien notre cerveau à bon escient, on est capable d'optimiser nos apprentissages. Alors que si on est déjà trop surchargé, en mode suradaptation, donc quand on est en bêta supérieur, et ben en fait on n'est pas capable et on se noie dans une coupe de champagne. C'est ça ce qui est intéressant, c'est de se dire je peux être à la fois les deux personnes, mais comment réussir à n'être que la personne qui réussit à être au-dessus de la coupe de champagne. Il faut réussir à dépasser nos problématiques. Donc encore une fois, prendre conscience des choses qui nous dépassent, prendre conscience qu'on ne peut pas être bon sur tous les fronts, prendre conscience qu'on est juste des êtres humains, que chaque émotion est légitime. Et donc, c'est ce qui va faire qu'en fait, on va pouvoir prendre du recul. Si on prend du recul, notre cerveau est plus, en fait, libéré pour pouvoir apprendre de façon beaucoup plus sereine. Et donc, quand on apprend de façon beaucoup plus sereine, on peut, en fait, optimiser notre plasticité cérébrale. Donc, quand on parle de plasticité cérébrale, c'est vrai que moi, dans l'organisme de formation du coaching, je travaille beaucoup sur donc, ce qui est la mémoire de travail, qui va être la capacité en fait, à retenir des informations, à les utiliser dans un bref laps de temps et pour pouvoir les utiliser dans le raisonnement, dans la compréhension, l'apprentissage. Et en fait, on peut utiliser cette mémoire de travail, la faire progresser, ce qui fait qu'en fait toutes les capacités d'attention, de rétention, d'impulsivité, de mémorisation, vont être largement améliorées. Donc ça, c'est une formation qu'on a, dont on avait un peu parlé déjà dans le premier webinaire, qui est vraiment de la restructuration cérébrale par ces exercices d'entraînement cérébral. Donc on peut utiliser notre cerveau à bon escient. Il y a aussi la possibilité de faire donc des formations en risques psychosociaux. C'est indispensable pour que notre cerveau soit vraiment optimisé. C'est vraiment ça notre boîte à outils. On peut avoir de l'entraînement cérébral. On peut aussi, si on ne s'entraîne pas, en tout cas, mettre notre cerveau au repos avec les risques psychosociaux. Donc, en fait, il y a différentes approches pour pouvoir aider notre cerveau à travailler au mieux. Il y a un truc qui est intéressant aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais pendant surtout le premier confinement, on était très fatigués. On n'avait pas envie d'appeler forcément, de passer du temps au téléphone. Au départ, c'était sympa, on avait envie d'appeler les copains, les copines, la famille. Puis au fur et à mesure, en fait, on était vachement dans le repli sur soi. Ça vous parle? Une chape de plomb, une odeur. Alors, ça, c'est assez intéressant parce qu'il s'est passé un truc dans notre cerveau et c'est ça qui nous a rendus très fatigués. Ça nous a rendus fatigués psychologiquement et après physiquement. En fait, notre cerveau, en permanence, il utilise en fait des ressources cognitives considérables pour ne pas penser à notre propre idée de la mort, à notre propre mortalité. Or, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a été bombardés par les écrans, les infos, les copains, même si on ne voulait pas entendre. Exactement. Exactement. On a entendu parler du nombre de morts par jour, ce qui n'est jamais arrivé en soi. Exactement. On a entendu parler du nombre d'hospitalisations. On entendait toujours des gens, des amis qui sont décédés. Des enterrements qui ont dû se faire c'est même pas huis clos, c'est clos complètement. Enfin, donc voilà. Donc il y a eu en fait ça a généré beaucoup d'angoisse, de peur, et qui était liée à la mort. Nous, notre cerveau, en permanence, qui essaye de ne pas y penser, il utilise donc des ressources vraiment importantes pour ne pas y penser. Là, c'était démultiplié, donc c'est ce qui nous a fatigués. Donc notre cerveau, en fait, n'a pas pu être en fait libre. Je vous donne un petit exemple. Si je vous demande de faire un calcul mental rapide, vous allez me le faire facilement. Maintenant, si je vous dis
tiens, je t'ai pas dit, il y a quelqu'un dans votre entourage, par exemple, qui est décédé ou qui a eu un accident, oh, tout d'un coup, et je lui dis 2 secondes après, faites-moi ce calcul mental, vous n'allez pas y arriver de la même manière. Vous allez prendre un peu plus de temps. C'est ce qu'on appelle la vitesse de traitement de l'information. Exactement. Et bien là, imaginez que c'est ce qui s'est passé pendant une longue période, pendant 2 mois, et à répétition après, pendant tous les confinements et déconfinements, on a parlé de cette potentielle mortalité, de la mortalité des autres. Et donc, notre cerveau a été beaucoup plus fatigué pour pouvoir penser de manière sereine, cognitivement, et donc de pouvoir utiliser notre cerveau. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire ce lien entre l'entraînement cérébral, les formations dans les risques psychosociaux, parce que c'est très important de pouvoir libérer cognitivement notre cerveau pour continuer à travailler sereinement. La première séquence, c'est prendre conscience. C'est des phénomènes qu'on subit et qu'on vit, c'est ça. En fait, je pense que là, déjà, le fait d'entendre ça fait qu'on va prendre conscience, que les gens vont potentiellement prendre conscience de ce qui s'est passé. Et la deuxième chose, c'est peut-être d'avoir une motivation, que ce soit dans la douleur et l'urgence ou une motivation positive, d'excitation, quelle que soit la motivation, c'est d'avoir une motivation de se dire, je veux pas que les choses soient telles quelles, je veux pouvoir être... Je veux reprendre le contrôle. Exactement. Donc, il y a un vrai lien entre la motivation, d'ailleurs, comme on peut voir, il y a un vrai lien entre la motivation et une fonction cognitive. Il y a eu une étude qui a été faite, il y en a beaucoup, hein, sur. Alors, c'est vrai que moi, c'est un peu mon dada, les trucs de l'attention, je travaille beaucoup dessus. Et puis, l'entraînement cérébral, c'est vrai que. On a mis au point, donc avec Movie Coaching, aide énormément sur les troubles de l'attention puisque ça améliore les performances cognitives de l'attention, de la concentration et de la mémorisation, entre autres. Et donc, c'est vrai que toutes les études montrent qu'en tout cas, s'il y a une baisse de motivation, et bien derrière, en fait, on a notre mémoire aussi qui est entachée. Et les exercices d'entraînement cérébral, concrètement, ça consiste en quoi? Vous me donnez un exemple? Alors, moi, je parle souvent de la jungle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon organisme Mowgli Coaching. Imaginez votre cerveau comme une jungle. Au départ, donc, vous devez marcher sur un chemin et vous avez les lianes, les feuilles, vous avez du mal à marcher. Et plus vous allez marcher sur ce même chemin à chaque fois, et plus vous allez déblayer le chemin. Exactement, ça va être de plus en plus facile et rapide. C'est pareil un peu avec nos neurones. Plus vous allez en fait créer un chemin avec les neurones et plus l'influx nerveux va circuler facilement et rapidement. En fait, c'est ça l'entraînement cérébral, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller plus vite d'un point A à un point B dans votre cerveau. Très bien, c'est très clair. On a, je crois, dépassé un peu le temps, mais on va quand même prendre un petit moment. On va aller rapidement sur alors, les risques psychosociaux. Je pense que on en parle beaucoup en ce moment. Je pense que c'est indispensable de le mettre en place. C'est-à-dire que là, plus on peut le mettre en place et plus on va pouvoir générer du sens dans la société, c'est indispensable aussi de se rendre compte que ce n'est pas juste parce qu'on ferme un site dans une entreprise, c'est pas juste parce qu'on a eu un type potentiellement qui a fait une tentative de suicide ou qui s'est suicidé. Les risques psychosociaux, c'est à penser à long terme. C'est important de le mettre en place de manière récurrente pour toujours. Parce que de toute façon, on a, par la vitesse de l'économie dans laquelle on est, on a accentué la question du risque. Exactement. C'est démultiplié, donc il faudra vivre avec les risques. Exactement. Et donc s'entraîner à les gérer, à les percevoir, à les gérer, à les anticiper. C'est ça et ça serait même, j'ai envie de dire, contre-productif de ne pas le mettre en place. Parce qu'effectivement, comme vous dites, on est pris dans ce flux et on ne peut pas ne pas en fait faire partie, aider les gens qui sont dans ce flux à vivre sereinement. Juste, moi j'aime bien l'idée de générer du sens. Avec les équipes, c'est pas mal de prendre le prénom de chacun. Alors, quand on est formateur, de chacun des stagiaires, quand on est RH, de travailler avec ses équipes, de prendre le prénom. Donc là, j'ai fait un exemple avec Mowgli, mais on pourrait le faire avec Paolo. On peut prendre des qualités ou au contraire des choses à travailler. Et donc, ça permet aux équipes de travailler ensemble, de générer du sens, de générer une cohésion. Et c'est intéressant de le faire. Voilà. Très bien.
espace mental, chose physique, temps, les trois clés de lecture et de prévention finalement de situations de stress quand on est submergé. On n'a plus beaucoup de temps, mais en quelques mots, donc là c'est une grille pour apprendre à gérer la surcharge finalement. Exactement. Il faut se dire que cognition et émotion sont indissociables. Indissociables. Donc, si on veut améliorer ses fonctions cognitives, on doit travailler sur ses émotions. Et inversement, l'un et l'autre sont en permanence reliés. Donc, cognition et émotion sont indissociables. Donc, prenez le temps de pouvoir prioriser, décider de ce qui compte, dire oui, dire non, accepter qu'on puisse dire non aussi. Et enfin, effectivement, c'est pour moi la grille de lecture qui va permettre de savoir en fait comment parler à ses équipes, comment permettre à chacun d'apprendre au mieux de ses capacités. Alors là, ça parle beaucoup à l'IGS, ça parle beaucoup à l'ensemble des collaborateurs du IGS et surtout les formateurs, puisque c'est leur métier d'apprendre. Peut-être un mot sur cette pyramide. Pendant longtemps, la plupart des systèmes éducatifs étaient basés sur des choses assez verticales. Hein. Il y avait le maître, puis il y avait l'élève. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'apprentissage au faire et au faire ensemble, pratiquer. C'est-à-dire il y a les concepts, il y a les savoirs élémentaires, mais à un moment donné, il faut pratiquer et pratiquer ensemble pour s'approprier vraiment le sens de ce qu'on fait et la technicité, puis apprendre les autres aussi. Indispensable. Indispensable. Plus en fait on va être dans l'action, dans la participation, et plus on va s'engager. Le fait de s'engager, c'est mettre de l'énergie, et plus on met d'énergie, et plus en fait on a envie que ça fonctionne. Et là, on a vu que les outils digitaux, alors pour le coup, ils avaient aussi des avantages, ils en ont plein, mais il y en a aussi par rapport à l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut travailler à plusieurs, à distance, sur la construction de quelque chose. Et je trouve que ça, c'est l'un des bienfaits de la digitalisation et de tous les outils qui nous sont apportés. On est hors champ en termes de timing, mais j'ai quand même une question, ou plutôt une recommandation à vous demander. On s'apprête tous à prendre des vacances, certains y sont déjà. J'entends beaucoup, on m'a volé mon confinement, maintenant on ne veut pas se faire voler nos vacances, on a besoin de vacances, il faut qu'elles se passent bien. Qu'est-ce que vous, sans faire du Biba Magazine, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour ces vacances? Comment passer de bonnes vacances tout en préparant la rentrée? Alors, moi je dis qu'il faut faire des plannings. Alors pendant l'année, encore des plannings, encore des plannings, mais sauf que c'est pas le même que d'habitude. Pendant l'année, on fait des plannings de travail, d'accord? On travaille en permanence et on va se dire à quel moment je vais pouvoir me reposer. Là, on va faire l'inverse. On va faire un planning où on va se dire je déconnecte en permanence. À quel moment je vais pouvoir ou accepter de me connecter. Donc c'est la déconnexion qui est majoritaire et la connexion qui va être minoritaire, mais qu'on va devoir insuffler par moment pour ne pas se sentir en fait submergé à la rentrée et se dire j'ai pas assez travaillé. Donc l'idée c'est de prioriser, d'accord, de déculpabiliser, de lâcher prise, d'accepter qu'en fait on n'est pas en permanence en train de travailler, mais que le temps de déconnexion est beaucoup plus important que la connexion, mais juste se dire ok, j'ai des moments de connexion. Ces moments de connexion, ils vont être soit une fois dans la semaine, soit 1 heure le matin, soit une fois tous les 2 jours. Mais l'idée, c'est que si on anticipe les choses, on ne se sent pas pris de court, on ne se sent pas coupable et ça va nous permettre en fait de pouvoir anticiper. Donc quand on parlait tout à l'heure d'anticipation, l'anticipation fait qu'on va pouvoir être serein. Merci beaucoup, Paola, pour votre temps, pour votre participation à cette foire webinaire, pour tout ce que vous avez partagé avec nous et ce que vous avez permis de comprendre, de mieux comprendre aujourd'hui. Je conclurai peut-être par une petite page de pub pour la 3e session de cette série dédiée à la connaissance du cerveau, à la connaissance de soi. Le 30 septembre, sous la houlette de Damien Souriceau, qui est en charge de la filière management, Paola viendra nous reparler du fonctionnement du cerveau, mais dans un contexte d'entrepreneuriat, puisque c'est apprendre pour entreprendre. Exactement. Merci beaucoup, Paola.